Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Parfait. Très bien. Alors, je fais un peu de résumé ce que j'avais fait la dernière fois. Alors, la dernière fois, on a dit que la sécurité de l'information consiste à deux branches. Une branche appelée la cryptographie, qui sert à protéger l'information, et une branche qui est la cryptanalyse, qui sert à casser et briser tout ce qui a été crypté ou chiffré ou protégé. Bon, les gens qui travaillent sur la cryptographie, c'est des chercheurs universitaires. Même chose pour les gens qui travaillent sur la cryptanalyse, c'est des ingénieurs de sécurité, des chercheurs universitaires. Alors, pourquoi on fait la cryptanalyse? J'avais dit qu'on fait la cryptanalyse pour renforcer la cryptographie, c'est-à-dire on développe des méthodes, des algorithmes pour protéger les données, on lance le produit ou algorithme dans la pratique et on donne le feu vert, plutôt, on permet aux gens qui font la cryptanalyse de casser ce qu'on a développé comme algorithme de chiffrement. Pourquoi? Parce que une fois les cryptanalystes arrivent à casser l'algorithme, on va avoir les points faibles de l'algorithme et les failles de sécurité, ce qui nous permet de renforcer et de modifier et d'améliorer l'algorithme. C'est pour ça
les deux branches, cryptographie et cryptanalyse, marchent en parallèle. Et les deux branches, c'est des chercheurs universitaires qui les développent. Les deux branches, alors, constituent ce qu'on appelle la cryptologie, qui est une science développée depuis des années, des siècles et des siècles. Mais ces derniers temps, elle a été développée en utilisant des aspects informatiques, électroniques très, très développés. Côté cryptographique, moi, je vais baser avec vous sur uniquement la cryptographie. C'est-à-dire, au cours de ce semestre-là, on traite la cryptographie plus que de la cryptanalyse. Et la cryptographie, la cryptanalyse, je vais donner la définition et les algorithmes, ou plutôt les branches de la cryptanalyse, parce que regardez dans cette figure-là, je donne uniquement les branches constituant la cryptographie, mais je n'ai pas donné les branches de la cryptanalyse. Je vais la donner à la fin de ce chapitre. Pourquoi? Parce que je m'intéresse plus à la cryptographie avec vous qu'à la cryptanalyse. Parce que la cryptanalyse, c'est une étape qui vient après la cryptographie. Faire la cryptanalyse avant de maîtriser la cryptographie, ça n'a pas de sens. Et j'avais dit la dernière fois que la cryptographie, elle se divise aussi en trois branches. Il y a des algorithmes appelés symétriques et des algorithmes appelés asymétriques et les protocoles. J'avais dit que asymétrique signifie que la clé qu'on utilise pour chiffrer, ce sera la même pour faire le déchiffrement. Asymétrique, c'est que deux clés différentes, celle qu'on utilise pour le chiffrer est différente de celle qu'on utilise pour déchiffrer. Et que la déchiffrer peut être, la clé de chiffrement peut être rendue publique, on ne le rend pas secrète. Par contre, celle qu'on va déchiffrer, elle doit être totalement secrète. Je reviens à l'asymétrique, c'est que la clé qu'on utilise pour chiffrement et déchiffrement doit être le langue de la communication, de la transmission, d'échange d'informations reste secrète. Donc, il y a un problème, comment garder cette clé en toute sécurité pendant les communications. C'était l'inconvénient pour les algorithmes symétriques. Les protocoles maintenant, c'est des méthodes qui utilisent à la fois symétrique ou asymétrique, ou les deux à la fois. Et c'est des algorithmes qui permettent de faire un protocole, de protéger ça, de protéger un parcours de transmission ou de communication ou d'échange d'informations, ou tout simplement un proxy qui me permet de protéger mes réseaux, mes machines qui sont en train de se connecter pour faire des échanges d'informations ou des données. Voilà, j'avais développé tout ça la dernière fois ici. Ça, c'est juste un rappel. Alors voilà, tout ce qui est cryptographie, j'avais dit qu'il y avait des symétriques, asymétriques, protocoles. Et j'avais dit aussi qu'il y a une option, ce qu'on appelle les fonctions de hachage, qui peuvent être considérées comme une branche de la cryptographie. C'est une fonction qui a une entrée X, sortie Y, mais qu'on ne peut pas calculer X à partir de Y, c'est-à-dire la fonction inverse n'existe pas. Enfin, dans ces dernières années, il y a mais on essaie d'utiliser ce qu'on appelle le schéma hybride. Le schéma hybride qui utilise les forces des algorithmes de sécurité symétriques et les forces des algorithmes de sécurité asymétriques et les combiner pour développer un algorithme hybride qui exploite les deux forces dans les deux types d'algorithmes. Alors, la dernière fois, j'avais traité avec vous cryptographie symétrique. J'avais donné un exemple. J'avais donné aussi comment ça se fait à travers une communication dans un canal non sécurisé et comment on doit protéger la clé qu'on va utiliser pour chiffrement-déchiffrement dans un canal sécurisé. J'avais donné la terminologie qu'on utilise pendant tout le semestre, que ce soit avec symétrique, asymétrique ou protocole. Quand je dis X, il s'agit d'un texte en clair. Texte en clair, ça peut être image, séquence d'images, vidéo, texte, SMS, signal, parole, voix, ainsi de suite. Y, c'est sa version chiffrée. Et K, c'est la clé qu'on va utiliser pour chiffrer X et obtenir Y. Alors, on a dit que la clé fait partie dans un ensemble, dans un espace fini des clés, c'est-à-dire on a
un ensemble fixe, pas fixe, un ensemble limité des clés possibles à utiliser pour le chiffrement et le déchiffrement, que ce soit pour la partie, pour les algorithmes de sécurité symétriques ou asymétriques. J'avais donné aussi d'exemples et j'avais arrivé au chiffrement symétrique par substitution. Alors, c'est un exemple très simple d'un algorithme de chiffrement symétrique. C'est quoi un chiffrement symétrique par substitution? Alors, c'est les premiers algorithmes de sécurité qui a été développé dans les, ça fait plus de 1000, à l'époque des civilisations égyptiennes, ainsi de suite. Le but, c'est comment ça a été développé. L'idée de base plutôt, c'est quoi? Par exemple, le roi veut communiquer un message secret à ses soldats ou à ses ministres ou à ses responsables qui se trouvent ailleurs, pas dans la même ville. Qu'est-ce qu'il fait? Le message, il est écrit avec des lettres. Bon, lui, il a fait un accord, il a dit à ses correspondants que le message qui va être envoyé, c'est un message qui est incompréhensible, qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il va substituer chaque lettre par une autre lettre de la même alphabet. Et la logique de la substitution, elle est connue uniquement par les deux parties, A et B. Par exemple, la lettre avec. Il va envoyer la lettre avec, c'est-à-dire le mot avec. Il ne va pas envoyer avec, non, il va déchiffrer, il avait chiffré ça. Il remplace A par une lettre dans l'alphabet français, une autre lettre, par exemple Z. Il remplace V par une autre lettre K, ainsi de suite. La logique de la substitution, bon, Amir Saoudi, c'est la dernière qui va être acceptée parce que maintenant il est même aussi Nazim Aram. Alors, c'est les deux dernières personnes que je vais accepter à l'inviter pour participer au cours parce qu'il est 8h16. Je continue. Mon Dieu. Alors, je continue. Le chiffrement symétrique par substitution. Le but est de faire substituer et de chiffrer les textes en remplaçant chaque lettre de l'alphabet par une autre. Alors, le choix de la table de substitution qui sert à la clé de chiffrement, elle est complètement aléatoire d'une part. D'autre part, un attaquant ne peut pas le deviner. À l'époque, mais maintenant c'est facile hein, avec les ordinateurs. C'est à l'époque, on parle à l'époque. Mais maintenant c'est facile à deviner la logique de remplacement ou de substitution. Alors, cette table de substitution est appelée la clé de l'algorithme de chiffrement. Alors, le chiffrement par substitution n'est pas tout à fait sécurisé. On va dire pourquoi. Premièrement, pourquoi il n'est pas sécurisé? Parce qu'il y a deux types d'attaques faciles à effectuer sur un algorithme de substitution. Alors, la première attaque, c'est attaque par force brute ou recherche exhaustive de la clé. Bon, je laisse 5 minutes à lire, après je vous donne les explications.
I love that. Yeah, this building that we're passing by is Alors, the bicycle. attaque par force brute, I love that. on Yeah. appelle ça aussi recherche exhaustive. Exhaustif معناتها شامل, global. C'est-à-dire, je vais étudier tous les cas possibles. What do you think? Exhaustif. 10,000? I don't think so. Alors, l'idée, c'est quoi? Du moment qu'on est dans la substitution, chiffrement par substitution, Can I see supposons que j'ai x et y. X here? non chiffré, y chiffré. Et j'ai un ensemble ou un espace limité des cas, c'est-à-dire de chiffrement. Alors, l'espace de toutes les clés possibles, KI, est limité, c'est-à-dire c'est un ensemble limité. Et je vais donner un exemple tout de suite. L'attaque à force brute ou à recherche exhaustive consiste à vérifier toutes les clés possibles qui permet de donner la valeur de x à partir de sa valeur, dans sa version chiffrée y. Alors, je vérifie cas par cas jusqu'à trouver la clé qui donne l'égalité déchiffrement de y égale x. Alors, dans ce cas-là, il faut noter bien que la force brute contre le chiffrement symétrique est toujours possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un espace de clés qui est limité. Même un espace de clés de taille 1024, c'est-à-dire j'ai 1024 cas possibles, avec des ordinateurs actuels, je peux trouver la clé qui a été utilisée pour faire la substitution. Ça d'une part. D'autre part, s'il s'agit du texte en français ou en anglais, ou plutôt en arabe, le nombre d'alphabets combien? Soit 26 pour l'anglais et français, soit 28 pour l'arabe. Pour la chinois, pour la Chine, la langue chinoise, on a 300 ou plus, comme la langue japonaise. Même j'ai 300 lettres. Donc, combien de clés possibles j'aurai? Je vais la calculer tout de suite. Prenons le cas de la langue anglaise ou française, c'est-à-dire j'ai 26 lettres. On a dit que le chiffrement par substitution, c'est de faire remplacer, par exemple, la première lettre A par une autre lettre à l'intérieur de l'alphabet qui contient 26 lettres, mais avec un choix aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Je fais la même chose pour le deuxième B, et ainsi de suite. Combien de cas j'aurai? J'ai 26 lettres. D'accord. Alors, quel sera donc l'espace de clés, c'est-à-dire les clés possibles, le choix au hasard possible, le nombre de choix au hasard possible pour faire la substitution aléatoire? Eh bien, ça se calcule de la manière suivante. Du moment que j'ai 26 lettres, alors l'espace de clé du chiffre, ou plutôt de chiffrement, pour faire la substitution, chiffrement symétrique par substitution aléatoire, sera égal comme suit. Soit j'aurai 26 multiplié par 25, multiplié par 24, ainsi de suite jusqu'au multiplié par 1, c'est-à-dire 26 factoriel. 26 factoriel, c'est 288, c'est-à-dire j'ai 288 clés utilisées pour faire l'algorithme symétrique de substitution. Bon, ça oui, vous pouvez calculer 26, 26 factoriel est égal à 288. Qui m'a dit que ce n'est pas calculé 288? Vous avez vérifié. Vous avez utilisé calculatrice. Combien est égal 26 factoriel? Bookerch. D'accord, calculez 26 factoriel et donnez la réponse. Bookerch. D'accord, je suis d'accord avec toi. 26 factoriel, il est pas 288.
C'est le chiffre calculé par votre calculatrice. Très bien. La même chose pour ce Dunya. Ok, et les autres? Parfait. Voilà. Alors là, quand j'ai dit l'espace de clé, oui, merci, vous avez tous raison, vous avez bien calculé, bien. Ok. L'espace de chiffres par substitution est donc égal à 26 fois 25. Je n'ai pas dit produit 26 fois 25, ou plutôt votre. Non, j'avais dit soit j'ai 26 possibilités, soit 25 possibilités. Regardons. Par exemple, A. J'ai le choix de le remplacer A combien de fois? 25 fois. Soit je la substitue par B, ou là par C, ou là par A, ainsi de suite. Donc le A n'est à côté, et j'ai 25 possibilités de substituer A par une autre lettre. Donc A, je mets à côté. Il me reste combien? 25. 25. Le premier de la lettre prochaine, c'est B. Combien de cas possibles pour faire la substitution de B par une autre lettre? Je n'ai pas 26 comme 25 comme le cas de A. Je n'ai pas 26, mais j'ai 24 parce que le A, il a pris sa valeur terreau correspondant. Donc le A, il n'est plus existant, il ne peut pas être substitué parce que ça y est. Le B, c'est le rôle terreau. Combien de cas avec le B? J'aurai 23. Donc le B, il est out. Le A, il est out. Le B, il est out. Il me reste 23. Le C, ce sera le 23e. Quelles sont les lettres possibles pour substituer le C? Il ne reste pas beaucoup. Il nous reste 22. Ainsi de suite. Là, je n'ai pas dit 22, 26 fois 25. Non, j'avais dit que j'ai les possibilités pour substituer chaque lettre se réduit d'une manière ordonnée. C'est-à-dire que si j'ai un mot ou là, un texte qui est constitué de 25 lettres différentes, la dernière lettre n'a qu'une seule chance d'être substituée, c'est 1, ou plutôt de prendre sa valeur lui-même. OK. Je n'ai pas dit 26 factoriel, c'était point d'interrogation indique. C'est un piège que je vais donner, pas plus. L'essentiel. L'algorithme, c'est quoi? A, je cherche aléatoirement une autre lettre à l'intérieur de 26 lettres qui me permet de remplacer A par cette lettre-là. Alors, le A, il est hors de service. Il reste le B. Le B, je ne peux pas prendre sa valeur A. Je ne peux pas prendre la valeur qui a été prise par A. Donc, il me reste 23. Je cherche le B parmi les 23 cas possibles. Je mets la même chose. Donc, le B et sa version substituée sortent des cas possibles. Ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, l'espace de clé s'est diminué. Et j'aurai un nombre limité des cas possibles pour faire la substitution. Avec les ordinateurs actuels, l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait bien que la langue française, elle a 26 lettres, s'il s'agit de la langue française. Donc, il va deviner. Il a un texte, comme je viens de montrer ici, par exemple. Regardez, un exemple ici, qu'on va le traiter à la fin. Il a un texte, we will meet in the middle, ainsi de suite. Mais il veut obtenir ce texte en rouge. Il a uniquement le texte en vert. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'une des deux attaques que je suis en train de l'expliquer. Soit la première attaque, qui s'appelle l'attaque de la force brute, recherche exécutive, c'est-à-dire il va faire tester tous les cas possibles de la substitution. Et là, comme 26, donc il va tester les 26 premiers, les 25, 23, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'être. Ça, c'est la première attaque. Deuxième attaque, qui est l'attaque qui est plus intelligente que la première attaque, mais elle est aussi puissante. C'est l'attaque, ce qu'on appelle attaque analyse de fréquence des lettres. L'idée de base, c'est quoi de cette attaque analytique? On appelle ça attaque analytique. Attaque analytique, s'il s'agit de la langue française,
Bien sûr, l'attaquant, il a une connaissance, il maîtrise la langue française, ou là, il a une idée plus claire, c'est-à-dire de la nature de la langue française. Il sait bien que dans la langue française, la lettre la plus utilisée dans n'importe quel texte en français, c'est bien la lettre E. La lettre suivante, c'est bien la lettre D, ainsi de suite. La lettre T plutôt, ainsi de suite. L'anglais est pratiquement la même chose. Donc, il va exploiter le pourcentage, ou plutôt la répétition de la lettre E, pour deviner quelle est la lettre la plus, pour deviner le texte original. Je prends l'exemple, par exemple. Bon, ici le tableau Hadaya, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la fréquence de la répétition, de l'utilisation de la lettre dans la langue anglaise. Par exemple, la lettre la plus utilisée dans la lettre anglaise, d'après ce tableau, c'est quoi? C'est bien la lettre E, comme le cas du français. Mais dans la deuxième lettre qui est la plus utilisée, c'est quelle lettre? Donc, vous avez ces fréquences, c'est-à-dire la lettre la plus utilisée dans n'importe quel texte en anglais. Oui? T, parce qu'il a 0,0906. Le suivant, c'est qui? C'est le A. C'est le A. Le suivant? O. C'est le I. 609, 699. Plutôt le O. Oui, 600, 751. Après le N, ainsi de suite. Donc, il va utiliser les chiffres Hadoma pour essayer de décrypter ou déchiffrer le texte chiffré. Je vais traiter avec vous l'exemple. Supposons que la lettre qui a été chiffrée, c'est la lettre écrite en rouge. Mais l'attaquant, il n'a pas la lettre en rouge, il a la lettre en vert, c'est-à-dire la version cryptée. Cryptée par quoi? Par un algorithme symétrique par substitution. Alors, s'il utilise la première attaque, c'est-à-dire l'attaque par force brute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester les cas possibles de la substitution de A. Par exemple, il suppose que A a été substitué par E. Il y a la première lettre I qui se trouve en vert, ou le texte qui est écrit en vert. Hein. Il veut obtenir le texte qui est écrit en rouge. Il prend le texte qui est écrit en vert. S'il va appliquer la force brute, l'attaque par force brute, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a la première lettre I. Il suppose que I, elle remplace le A. وبعد يبدا وين يلقى I remplacer A, وين يلقى ainsi de suite. Il suppose que le Q a été remplacé par, il a remplacé le B, ainsi de suite. Il va obtenir une certaine phrase. Avec la phrase, si elle a un sens, il يبدا les trois premiers mots, hein, يعرف باللي, par exemple, I, Q. Parfois, on ne donne pas l'espace, on supprime les espaces blancs, hein, pour rendre les choses plus délicates. Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il trouve le premier mot a un sens, le deuxième mot a un sens, le troisième mot a un sens, il a déjà obtenu quelques lettres et sa version chiffrée. Donc, il va continuer. S'il trouve que la première lettre n'a pas de sens, par exemple, au lieu d'obtenir oui, il obtient EW ou la EK, ما عنده حتى معنى في الانجليزيه EQ ولا ça. Donc, déjà, il va éliminer la possibilité de remplacer I par E et la possibilité de remplacer que par K ou là par autre chose. OK? Donc, il va éliminer. Donc, au fur et à mesure, il va tester au fur et à mesure les cas possibles. Il va arriver à obtenir le texte en rouge. Il va prendre beaucoup de temps. Mais comme avec l'algorithme, avec les ordinateurs actuels, il peut le faire ça en l'espace de 10 secondes ou une minute au maximum s'il développe un bon programme. S'il utilise le deuxième type d'analyse, c'est-à-dire le deuxième type d'attaque, c'est-à-dire l'attaque analytique. Il va deviner d'abord. Il a
il a déjà une information qu'il s'agit d'un texte anglais. Donc, il va utiliser la table. Il va utiliser la table et chauffe, par exemple, dans la version verte, quelle est la lettre qui se répète beaucoup. Forcément, la lettre qui se répète beaucoup, pas forcément, il y a une possibilité. La lettre qui se répète en texte vert beaucoup, forcément, ou plutôt, elle a une forte probabilité que cela correspond à la lettre laquelle, le 9, la lettre E qui a la plus fréquence d'utilisation dans les textes anglais. Donc, par exemple, s'il se pose que I qui se répète plus, il y a I, 1, 2, je ne sais pas, vous avez calculé bien les lettres en vert et vous allez trouver quelle est la lettre qui se répète en plus. Donc, il suppose que c'est la lettre E. Il remplace A. Il hausse à la deuxième lettre qui se répète plus. Il suppose que c'est A. Il remplace A. وبعد يبدأ يخرج له quelques mots. S'il trouve les mots هذوك significatifs, il continue. Sinon, c'est pas le même. Le I qui a été substitué par le E, c'est pas vrai. Donc forcément, le I, ça peut être le deuxième, c'est-à-dire le T. Il va faire la même chose, ainsi de suite. Là, l'attaque, elle est plus intelligente que la première. Il consomme moins de temps de calcul que la première. OK. Mais ça peut être la première, ça sera plus rapide que la deuxième. Tout dépend de la méthode qui a été utilisée par l'attaquant pour faire détecter la clé de chiffrement. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Il m'a posé beaucoup de questions AH, donc un décalage de 8. Oui, on parle avec le décalage. Oui, c'est un décalage. On peut la considérer comme étant un décalage de 8. Mais attention, ce n'est pas le même décalage pour le reste des lettres. Hein. Je réponds à la question de Bukersh. Ce n'est pas un décalage, c'est une substitution. Ça peut être la deuxième lettre, ça correspond à un décalage de 3 ou la de 2. Alors, attaque analytique. Oui, Djaliali, qu'est-ce qu'il y a pour l'attaque analytique? Alors, Bukersh, si, c'est un décalage à 8. Tu parles de substitution, un décalage de 8. Alors, Djilali, oui, on remplace par des lettres. C'est possible dans l'exemple que je vous donne, c'est la même pour tous les restes, mais on peut substituer par exemple A par H, ok, c'est-à-dire un pas de 8. Mais B, je ne fais pas la substitution par 8, je fais la substitution par 3, par exemple. B, je la remplace par E. Ce que tu es en train de dire, Bukersh, c'est le deuxième type d'algorithme que je vais traiter avec vous tout de suite. Djilali qu'on a sélectionné, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, donc c'est le code de César qu'on va les traiter dans la partie asymétrique tout à l'heure, après le paragraphe. Effectivement, Bukersh. Tu es en train de parler de César, ou plutôt de chiffrement affine qu'on utilise un décalage. Ok. Il n'y a pas d'autre. Oui, d'accord, Djilali. On continue, d'accord. D'autres questions? Alors, voilà, on va traiter maintenant ce qu'il est en train de dire, Bukersh. Les algorithmes asymétriques. Alors, il n'y a pas de questions? On passe au paragraphe suivant. Asymétrique maintenant. Cryptographie asymétrique, donc dans cette section, je vais d'abord tirer votre attention que l'arithmétique modulaire est très utilisée, que ce soit dans les algorithmes asymétriques ou
d'autres algorithmes comme le chiffrement par flot qu'on va le traiter dans le chapitre suivant. Donc c'est pour ça que je vais un peu détailler cette arithmétique modulaire. Je sais que certains de vous qui ont fait bac maths ou plutôt bac sciences, ils ont déjà fait ça en lycée. Mais ça sera un rappel pour tous, c'est-à-dire pour ne pas avoir des lacunes après, pour que ce soit clair pour le reste de chapitres de programme. Donc, l'arithmétique modulaire reste un aspect fondamental de la cryptographie moderne, et surtout pour la cryptographie des algorithmes asymétriques. Je vais donner un rappel. C'est quoi arithmétique modulaire? Bon, vous savez que la plupart des ensembles qu'on a habitué d'utiliser sont des ensembles infinis, que ce soit ensemble de réels, des entiers, naturels ou relatifs, complexes, ainsi de suite. Mais, donc, ce qu'on va utiliser ici, ce sera ce qu'on appelle l'arithmétique modulaire, qui est une manière simple d'effectuer une certaine arithmétique, mais pas dans un ensemble infini, mais dans un ensemble fini de quoi? Des entiers. Je vous donnerai un exemple ici, par exemple. Considérons un ensemble des entiers finis qui contient 0 jusqu'au 9, jusqu'au 8, c'est-à-dire un ensemble de cardinal 9. OK, 9 entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, nous pouvons faire à l'intérieur de cet ensemble-là deux opérations de l'arithmétique, à savoir l'addition et la multiplication. Donc, nous pouvons faire l'arithmétique régulière tant que, bien sûr, le résultat de l'opération soit toujours un nombre ou un entier à l'intérieur de l'ensemble de départ, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ensemble 0 jusqu'au 8. Par exemple, si je prends la multiplication arithmétique, 2 fois 3, c'est un 6. 6 fait partie de l'ensemble. Si je prends l'addition 4 plus 4, c'est un 8. 8 fait partie de l'ensemble. Mais si je prends 8 plus 4, ça sera un 12. 12 ne fait pas partie de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, nous essayons alors de ne pas prendre le résultat de l'opération, mais prendre le reste, c'est-à-dire effectuer une arithmétique régulière sur les entiers et diviser le résultat par le cardinal de l'ensemble qui est 9, parce qu'on a 9 éléments. Dans cet exemple, mais dans notre exemple, c'est autre chose, c'est un autre chiffre. Donc, c'est-à-dire, on va considérer que le reste plutôt que le résultat d'origine. Donc, si le résultat arithmétique est à l'intérieur de l'ensemble, on prend le résultat régulier, que ce soit multiplication ou addition. Si le résultat ne fait pas partie de l'ensemble, donc on ne va pas prendre le résultat de la régulière, on va prendre le reste de la division du résultat par le cardinal de l'ensemble. Exemple ici. 8 plus 4, c'est 12. Alors, si je vais diviser 12 par le cardinal 9, c'est-à-dire la taille de l'ensemble, j'aurai comme reste de division 3. Donc, on va écrire la notation suivante. 8 plus 4, adéquat à quoi? Adéquat à 3 modulo 9, qui est l'opération modulo. Est-ce que c'est clair? Je pose la question. Clair, oui ou non? On va utiliser les choses dans le reste du programme. Je m'adresse la parole à vous. Dites oui ou non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, très bien, tout est clair, parfait. Donc, si tout est clair, je vais faire un petit rappel sur les notions de base qu'on va utiliser dans le reste du programme. Voilà. Alors, la notation qu'on va utiliser par la suite, il va être de la manière suivante. Si on va utiliser la définition exacte, la définition mathématique utilisée, à savoir, l'opération modulo est définie comme suit. On suppose qu'il y a 3 entiers A, R, M qui fait partir de Z. Z, c'est quoi? Dans l'exemple précédent,
Z, c'est 0 jusqu'au 8. C'est l'ensemble de 0 au 8. C'est-à-dire les 9 entiers qui font partir de cet ensemble-là. Donc, c'est un ensemble de tous les entiers, mais avec une condition, que le M fait partir de cet ensemble-là, mais doit être toujours supérieur à 0. A ou R, peu n'importe, mais il connaît des valeurs 0, mais M doit toujours strictement supérieur à 0. Alors, nous pouvons écrire A adéquat R modulo M si M divise la soustraction de A, l'opération de soustraction A moins R. Autrement dit, on dit que M, c'est le modulo et le R, c'est le reste. Comment calculer maintenant le reste? Bon, là, il y a une autre chose, un autre aspect à considérer. Il est toujours possible d'écrire A appartient à Z tel que A est égal que M plus R. C'est l'équivalent de dire A adéquat R modulo M. C'est-à-dire A 3-R modulo M, je peux la écrire sous cette forme-là. A égale que fois M plus R. Avec R qui est toujours entre inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, mais strictement inférieur à M. Puisque A qui est moins R est égal fois que M, signifie que M divise A moins R. OK, donc on peut écrire tout simplement A n'est rien que l'adéquation de R modulo M. Donc, on a toujours R qui fait partir à l'ensemble de 0 jusqu'au M moins A. C'est très important. C'est-à-dire le R, il fait partir de 0, 1, M jusqu'au M moins A. Le M, voit le coordinate à l'ensemble Z en réalité. Je prends un exemple. Si je prends A est égal à 42, et le cardinal, c'est-à-dire le M, est égal à 9, c'est-à-dire l'ensemble 0, 1, 2, 3 jusqu'au 8. Alors, le 42, je peux la écrire sous cette forme-là. 4 fois 9, ça fait combien? 36, plus 6. Donc, 42, je peux la écrire 6 modulo M. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Maintenant, la plus importante ici, c'est la remarque suivante. Ce que le reste, il n'est pas unique. Le reste peut avoir plusieurs valeurs, et pour chaque valeur de M et chaque valeur de A donnée. Alors là, par exemple, je vous donne un exemple ici. On veut réduire 12 modulo 9. Je m'attends à réduire 12 modulo 9. À l'écrire sur une autre forme plus simple et avec des entiers plus inférieurs à 12 et inférieurs à 12. Parce que le 9 ne change pas, c'est les modulos, reste tel qu'il est. Le M, il est fixe. Je prends l'exemple par exemple. 12 adéquat 3 modulo 9. 3 est un reste valide parce que le 9 divisé par 12 moins Terehadek signifie diviser. Hein. 9, quand je la divise par 12 moins 3, il me donne combien? 1. Oui ou non? 1 fait partir de l'ensemble Z. Je peux la écrire aussi. 12, c'est 20e modulo 9. 21 est un reste valide. Pourquoi? Parce que si je divise 9 par 20e moins 3, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? 9 par 20e moins 3, c'est 9 par 18. Et 9 par 18, c'est 0. Et le 0 fait partir de 9. Si je prends par exemple moins 6 modulo 9, moins 6 c'est aussi un reste valide. Parce que si je prends 9 divisé par moins 6 moins 3, j'aurai 9 divisé par moins 9 et ça sera moins 1. Moins 1 fait partir aussi de l'ensemble des 0 jusqu'au 9. OK. Donc, le reste, il n'est pas unique parce que pourquoi je donnerais de la remarque Hadia? Parce que dans certains exercices, on va traiter le cas où le reste de la division, il n'est pas unique et ça ne va pas influencer sur le résultat de chiffrement ou de calcul de l'opération arithmétique. S'il n'y a pas de questions, on passe au suivant.
toujours dans les notions de base, alors, on va utiliser aussi la notion de nano des entiers, c'est-à-dire le Z indice quelque chose. Indice quoi? Indice de cardinal, le M, le modulo. Alors, si on considère l'ensemble des entiers de 0 à n-1, ainsi que les opérations d'addition et de multiplication, l'anneau, par définition, c'est quoi? C'est l'anneau, c'est des entiers Z indice M. C'est constitué de l'ensemble des entiers Zm qui part de 0 jusqu'au m-1, mais avec deux opérations plus une multiplication arithmétique. Et cela pour toute valeur A ou pour tout entier A et B fait partir de Zm, de telle sorte que je peux écrire A plus B, ça sera adéquat de C modulo M avec C appartient à Zm, comme je peux écrire A fois B égale un certain D modulo M avec D qui fait partir de Zm. Alors là, on prend un exemple suivant, toujours le 9, M est égal à 9, donc mon Z9, ça sera 0 jusqu'au 8. Si je peux, comme en calculant, plutôt qu'en examinant les deux opérations arithmétiques simples suivantes. 6 plus 8, ça sera un 14. 14, je peux l'écrire sous forme 5 modulo 9. 6 fois 8, ça sera 48. 48, je peux l'écrire sous forme 3 modulo 9. Bon, à ce stade-là, les propriétés suivantes sont importantes. C'est-à-dire que les propriétés l'écriture a des propriétés je peux utiliser pour développer un algorithme de chiffrement ou autre chose comme ça, ou manipuler avec une opération mathématique de l'algorithme de chiffrement. La première, c'est qu'on peut faire additionner ou multiplier des nombres quelconques. Et le résultat est toujours dans l'anneau. C'est-à-dire que je peux manipuler avec n'importe quel nombre. L'essentiel, c'est que les résultats soient faits partir de l'anneau, c'est-à-dire faits partir de Z indice M. On doit considérer toujours, et c'est le cas toujours, que le Z indice M, c'est un ensemble fini, fermé. Troisième chose, on peut exploiter l'aspect associatif des opérations arithmétiques modulaires et multiplication modulaire, c'est-à-dire je peux écrire A plus BC entre parenthèses comme étant A plus B entre parenthèses plus C, pareil pour la multiplication, et ça, pour tout ABC fait partir de Zm, c'est-à-dire les trois entiers ABC appartiennent à Zm. Parfait. Maintenant, il y a une autre propriété à considérer, c'est que le 0 par rapport à l'addition, c'est l'élément neutre. Par contre, pour la multiplication, il y a toujours un élément négatif, moins A, tel que plus A, c'est telle sorte que moins A, c'est l'adéquat de 0 modulo M. Et pour la multiplication, l'élément neutre, ça sera 1, c'est-à-dire pour n'importe quel élément qui fait partir de Zm, il est vrai que A multiplié 1, c'est toujours A modulo M. L'inverse multiplicatif, là, c'est très important parce qu'on utilise ça dans l'algorithme de RSA, qui est un algorithme de chiffrement asymétrique. Alors, l'inverse multiplicatif n'existe pas pour certains éléments, mais pas pour tous. C'est-à-dire, il n'existe que pour certains éléments, mais pas tous. Vous avez le Zn, dans notre cas 0 jusqu'au 8. Ce n'est pas n'importe quel entier qui fait partir de Zn possède son inverse. Attention là, il faut distinguer entre l'inverse sens classique et l'inverse modulo dans l'arithmétique modulaire. L'inverse dans l'arithmétique modulaire, il doit vérifier l'opération. Par exemple, si j'ai un 1 fait partir de l'ensemble Z, son inverse M-1 qui est défini doit vérifier l'opération A fois A moins 1. Il doit être adéquat à ce qu'on appelle un modulo M. C'est-à-dire, M, le reste de la division est égal à 1. Si un inverse existe pour A, on peut diviser par cet élément, puisque A divisé par A, ça sera adéquat de B fois moins 1 modulo M. Si ça n'existe pas, on ne peut pas écrire cette opération-là. C'est très important. Donc, la signification de l'inverse dans l'ensemble Zm, dans l'anneau Zm,
n'implique pas que tous les éléments qui font partir de Z1 procèdent à l'inverse et vice-versa. Seulement les éléments qui vérifient l'opération A fois A moins A adéquat à 1 modulo M. Et on va traiter un exercice dans ce sens-là avant d'aborder l'algorithme RSA dans le chapitre 3 ou 2. Voilà, ça c'est un rappel pour les gens qui ont déjà fait ça. Et pour les gens qui n'ont pas fait, ils peuvent perfectionner les notions en utilisant les documents qui se trouvent dans le net. Bon, est-ce que je peux passer par le suivant maintenant? Le chiffrement de César qui a pour satisfaire M. Boukerkesh. Répondez-moi, est-ce que c'est clair, oui ou non? Est-ce que y a des questions? C'est clair, monsieur. Très bien. Maintenant, on passe à la pratique de l'arithmétique modulaire. Vous avez un cas particulier, un cas très populaire, très utilisé. C'est le chiffrement de César, qui est un chiffrement par décalage, comme il a dit Boukerkesh tout à l'heure. Vous avez le slide devant vous, je vous laisse 5 à 6 minutes à lire, après je vous donne mes explications. Le slide, il est lisible, il est clair. Oui, monsieur. Allez-y.
Marwa Tassadit. Marwa Tassadit, elle est présente. Marwa Tassadit. Alors, Marwa Tassadit, je vais la exclure de la réunion parce que la dernière fois, j'ai terminé mon cours. Elle est restée connectée plus d'une demi-heure. Donc, ça se voit, elle se connecte, après elle part ailleurs. C'est comme quoi elle dit elle est présente, mais en réalité, elle n'est pas présente. Marwa Mohamed Amin Hamoud. Mohamed Amin Hamoud. Mohamed Amin Hamoud. Pareil. Donc, il est exclu de la réunion. Plutôt de cours. Manel Amour. Présente, monsieur. La dernière fois, mademoiselle, vous êtes resté connecté à plus d'une demi-heure. حاب يقول ما كنتيش تبعي الكور حددتي كونيكسيون رحتي oui ou non Amour Oui, monsieur, si كنت هنا برك حطيت التليفون ووليت انت. là je parle de la dernière fois, la dernière séance, la séance passée. J'ai terminé le cours et resté une dizaine des étudiants connectés ما على باليش اش كانوا يديروا حاب يقول باللي ما كانوش يتبعوا الكور داروا بك لا كونيكسيون pour dire qu'on est présent ni plus ni moins. Oui ou non? Dites la vérité. J'ai resté présente بالبيسي monsieur. Parce qu'en fait دخلت بالبيسي وبالتليفون وخليت البيسي محطوط التليفون كان عندي البيسي مشى. D'accord, c'est bon. Ikram ou le grain? Ikram ou le groun? Oui, monsieur. La même chose, la dernière fois, vous étiez resté connecté plus d'une demi-heure. Même chose, monsieur. Même chose. Ça n'a pas de sens, même chose. Jamais la probabilité de voir les mêmes choses entre deux étudiants qui ne sont pas au même endroit. Malik Sirin, Bourmed. Malik Sirin, Bourmed. Oui, monsieur. Alors, la dernière fois, ce qui s'est passé? J'étais connecté par le PC. La même réponse, les kata à mort de qu'elle se répète. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant. C'est une remarque et ça sera, je prends la considération pour la suite. Alors maintenant, le chiffrement de César. C'est un chiffrement asymétrique, mais qui utilise l'arithmétique. Il est très réputé à l'époque, même actuellement,
mais c'est facile à attaquer. On va voir par la suite pourquoi. Alors, le chiffrement de César fonctionne en faisant déplacer les lettres de l'alphabet d'un nombre prédéterminé d'étapes, ce qu'on appelle pas de décalage fixe, comme il a dit tout à l'heure pour Kerkesh. Ce n'est pas comme le cas des substitutions où le choix de la lettre qui va substituer la lettre originale est un choix aléatoire. Et il ne respecte pas un pas fixe. Alors, le problème, c'est qu'arrivé à la fin de l'alphabet, la séquence se poursuit de manière cyclique, c'est-à-dire semblable au principe de l'arithmétique modulaire. C'est pour ça qu'on peut écrire l'algorithme de César sous forme d'une équation de l'arithmétique modulaire. Je vais démontrer tout de suite. Alors, et pour faciliter les calculs, impliquant des lettres, nous pouvons attribuer des valeurs numériques à chaque lettre de l'alphabet, c'est-à-dire pour faire la correspondance entre l'écriture arithmétique et le chiffrement de César qui a été fait sans l'arithmétique, on va faire une étape préalable qui est la correspondance numérique, le codage numérique, qui est donné dans le tableau en bas. C'est-à-dire, je donne un code pour chaque lettre. On va respecter l'ordre. L'alphabet français, c'est 26. Si je commence par 0, donc le A prend la valeur 0, le B prend la valeur 1, ainsi de suite. Donc, j'aurai un cardinal de Z26 dans les éléments variant de 0 au 25. Alors, le chiffrement par décalage, le chiffrement de César, il est simple. On fait décaler simplement chaque lettre d'un nombre fixe de position dans l'alphabet. Alors, le nombre fixe de position dans l'alphabet, c'est le pas de décalage. Voilà. Par exemple, si nous décalons des 3 positions, alors A, qui était à la position 0, 3 positions, donc 1, 2, 3, donc il va prendre la valeur 3, c'est-à-dire il va être substitué par la lettre D. Ainsi de suite. Donc on a fixé le pas 3, E, qu'est-ce qu'il va prendre? E, il va prendre la valeur H, c'est la valeur 7, c'est-à-dire il va être substitué par la lettre H. Ainsi de suite. Mais arrivant à X, Y, Z, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas, parce que la limite, c'est le 25. Eh bien, c'est le retour chariot, c'est-à-dire le recyclage, c'est entouré. Alors, X, 3. Donc, X, ça sera Y, Z, hop, on va aller vers A. Donc, X va être situé par A. Le Y, donc ni Z, ni A, ni B, ça sera remplacé par C, et ainsi de suite. Alors, le chiffrement par décalage, c'est une distribution. C'est facile à les décrire par une opération arithmétique modulo M. Avec le M, c'est le 26 dans notre cas, c'est-à-dire la taille de l'alphabet. Comment? On va voir par la suite. Donc, c'est clair l'algorithme de César. Oui ou non? Oui. Oui, monsieur. Et alors, comment ça sera l'algorithme par César qu'on va la programmer? Voilà. Eh bien, en respectant les notions d'arithmétique, voici comment on va considérer, point de vue mathématique, l'algorithme de César. Les lettres en clair et les lettres chiffrées sont les éléments, les deux sont des éléments faits partir de Z26. C'est clair à dire. La clé, qui représente le nombre de positions de décalage, c'est-à-dire le pas de décalage, doit être aussi fait partir de Z26. OK, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un décalage supérieur à 26. Maximum 26. Donc, le nombre de décalages que j'aurai, soit 0, soit 2, soit 1, ainsi de suite, jusqu'au 26. Donc, l'espace des clés est limité. Pourquoi? Parce que les décalages dépassant 26 seraient redondants. Par exemple, si je prends 26 décalages, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un seul décalage et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose si vous faites un décalage de 1 pas. Si vous prenez 28, c'est comme quand vous êtes en train de faire un décalage de 2 pas. Donc, ce sera la même chose.
C'est-à-dire, en conclusion, j'ai un espace de clé qui est limité. Alors, les algorithmes de chiffrement et de déchiffrement dans le chiffrement par décalage, je peux la écrire mathématiquement de la manière suivante. Bon, j'ai X, Y, K, les trois fait partir de Z26. Alors, la fonction de chiffrement n'est rien que, on a dit que la fonction de chiffrement, la note par E indice K. E, j'aime le mot encryption en anglais. K, c'est la clé de chiffrement. Je suis en train de chiffrer quoi? L'original qui est X. Alors, point de vue arithmétique, ce sera l'équivalent d'écrire EK de X n'est rien que l'adéquation de X plus K modulo 26. Pareil pour le déchiffrement. Decryption, c'est le D. Avec la même clé, K de X. Ça sera Y, mais cette fois-ci moins K modulo 26. Donc la première fonction, c'est le chiffrement, la deuxième, c'est le déchiffrement. Maintenant, si nous essayons d'améliorer le chiffrement par décalage en généralisant la fonction de chiffrement. Donc, signification de généraliser la fonction de chiffrement. Vous rappelez que le chiffrement réel, c'est un chiffrement par décalage. Il est toujours d'ajouter un pas à X pour obtenir Y, que je peux la écrire de la manière Y indice I adéquat à XI plus K modulo 26. Alors, le chiffrement généralisé est appelé chiffrement affine. Ça permet de chiffrer en multipliant les textes en clair par une partie de la clé suivie de l'ajout d'une autre partie de la clé. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? C'est clair, le chiffrement standard, c'est-à-dire le chiffrement par décalage, le chiffrement de César. Je peux la traduire sous forme de deux équations, E et D, en utilisant l'arithmétique modulaire, puisque le M est fixe 26 et les lettres sont connues avec leur codage, c'est-à-dire leur valeur numérique. Affine maintenant, affine c'est-à-dire généraliser l'algorithme pour qu'il soit plus affine, plus sûr, plus amélioré. Là, la clé, elle est subdivisée en deux parties. Une partie de clé suivie dans l'ajout d'une autre partie de la clé. Comment on va le faire? C'est montré dans la figure suivante, dans le chapitre suivant, c'est-à-dire dans la séance prochaine. Alors, en attendant des questions, Monsieur, oui, le dernier cas, est-ce que حنايا نخيروا le pas de décalage ou là il est pris si à chaque fois 3 non, tu me l'écrire le pas. Je ne veux pas voilà. Le pas, il y a 1, 2, حتى 26. C'est la clé تاعك, la clé. Le pas, c'est la clé. K. Voilà, K. Exactement. Il y a Donc, je pense que c'est 1, 2, cyclique. 3. Cyclique, effectivement. D'accord. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller vers l'exemple que j'avais donné tout à l'heure concernant la substitution. Est-ce qu'il y a des questions, oui ou non? Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Elias? Bon, il y a encore utilisé aujourd'hui dans certaines applications. Non, M. Sayoud, non, on l'utilise uniquement pour l'enseignement, pour apprendre les élèves et les étudiants c'est quoi la cryptographie, ni plus ni moins. Mais l'arithmétique, il est utilisé, hein, il est très utilisé, l'arithmétique. Modulo indique, les opérations modulaires sont très utilisées, surtout dans le chiffrement asymétrique ou chiffrement par bloc. Même dans le chiffrement par flow, je peux substituer le XOR par une opération arithmétique modulo 2. On va aller faire ça dans les chapitres suivants, Inch'Allah.
Pour la cryptographie, oui. Djilali, qu'est-ce que tu voulais dire par Monera Djilali, qu'est-ce que tu voulais dire par la cryptographie? Les opérations arithmétiques, on l'utilise dans la cryptographie et dans la cryptanalyse. Hein. Les deux. Pas forcément des messages binaires, non. Je peux chiffrer des messages, comme le cas ici, texte, ce n'est pas binaire, hein, parce que je code les lettres par des entiers 0,26. 0,26, ce n'est pas des binaires, c'est des entiers. Mais le binaire, c'est quand... Voilà, tu as posé une très bonne question, Gilali. Effectivement, si on utilise du binaire de 0 et 1, j'utilise l'arithmétique modulo 2, c'est-à-dire le m, il est toujours 2, soit 0, soit 1. Ce qu'on appelle l'arithmétique modulo 2, qu'on va l'utiliser dans le chiffrement par flot. Comment? Dans le chiffrement par flot que je vais donner la fois passée, on chiffre bit par bit. Les bits, ils prennent uniquement soit 0, soit 1. Donc, je peux avec le XOR YX XOR K égale Y, je peux la traduire sous forme opération X plus K modulo 2. Parce que M est égal à 2. La valeur de K ou la valeur de X ou la valeur de Y, on n'a que deux cas possibles, soit 0, soit 1. Parce qu'on a chiffré bit par bit. Donc, le MTA est égal à 2. Donc, c'était l'arithmétique modulo 2. OK, d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va faire ensemble l'exercice. Pas de questions? Allez, très bien. Revenons maintenant à l'exercice, l'exemple que j'avais donné ici. Alors, on a le texte, we will meet in the mall in the middle of the library at noon. All arrangements are made. On a dit qu'on a capté le message suivant, qu'il est écrit en vert. شكون اللي يقدر يعطيني لا كلي تاع هذا لو شيفرمون هذايا هنا ما راناش في الشيفرمون دو سيزار اتونسيون رانا شيفرمون بار سبستيتيسيون سيتادير ما عندناش ان با دو ديكالاج ok chaque lettre a été substituée par une autre lettre de manière aléatoire au hasard alors شكون يقدر يعطيني لا كلي دو شيفرمون هنايا vous avez les deux textes devant vous. Tout à l'heure, Boukarkar, il a dit 8. Je peux lui expliquer pourquoi il a dit 8. Ou là, il est présent, il peut me donner l'explication. Boukarkar, tu es présent. Alors, oui, pour la A uniquement. Alors, et pour, oui, allez-y. Alors, si B devient G, c'est parce que tu as fait un pas de 8, Boukarkesh, ou là, c'est un choix aléatoire. Non. Alors, comment? Donc, le décalage n'est pas fixe. Il n'y a pas un pas de décalage fixe. Bon, Djilali, elle dit on compte. On compte le nombre, oui. C'est aléatoire en fait. Effectivement, c'est aléatoire en fait. Mais comment vous allez détecter maintenant? Comme le corrigé qui est en rouge. Vous allez constater qu'il n'y a pas un pas fixe. Chaque lettre a été substituée par une autre lettre de manière aléatoire, mais pas avec un pas fixe, comme le cas de chiffrement de César. C'est ça le but. C'est clair, Boukarkesh?
كي تكون اليوغاتور تكون بلوس سيكوريزي هكا. ماشي تكون plus difficile à déchiffrer. Mais avec les ordinateurs actuels, avec les programmations actuelles, elle devient elle est plus difficile. Hein. Sauf, par exemple, la langue chinoise, vous avez 300 lettres, effectivement, ça sera difficile, ça sera plus compliqué pour la langue arabe qui a 28 lettres, ou la langue anglaise qui a 26 lettres. Ok. Ok, c'est beau, Kersh, ok, c'est bien. Alors, tout l'exercice, l'exemple, à titre de travail personnel, attendez dans un tableau Hagdaya, le I case, bon, on a peut-être comme le corriger, bien sûr, mais au moins attendez la fréquence d'utilisation, c'est-à-dire le I combien a été utilisé, bah, c'est pas là. Bon, ça n'a pas de sens parce que là que j'ai donné la correction, j'ai donné le corrigé. Comme l'exemple, c'est juste pour distinguer entre substitution où le changement de la lettre est aléatoire au hasard et par décalage, chiffrement de César ou chiffrement affine qu'on va les développer la séance prochaine, qui a un pas fixe. Dans les deux cas, le chiffrement, le substitution aléatoire, c'est une clé, mais qui a un espace limité. C'est-à-dire les cas possibles de la substitution est toujours limité parce que l'alphabet est de taille limitée, 26. Même chose pour le décalage. Le décalage, c'est un pas fixe qui ne change pas. Ce sera valable pour toutes les lettres qui vont être substituées. L'essentiel, la conclusion pour les deux types d'algorithmes, c'est que la taille des clés possibles, c'est une taille fixe. Donc, les deux attaques par force brute exhaustive ou la analytique sont toujours possibles. Il y a une forte probabilité que soient réussies les deux attaques, surtout avec les moyens actuels de calcul et des ordinateurs. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il faut qu'il y ait une logique. Oui, effectivement, Djilali. Il faut avoir une logique, mais la logique, elle est claire. Si les attaquants ne trouvent le pas, ça y est, l'algorithme est cassé. D'autres questions? Oui, si on ne trouve le pas, on peut facilement déchiffrer et trouver le texte original. Monsieur, Oui, est-ce que je peux poser une question, même concernant l'exercice? oui, mais allez-y. La fonction de rachage, est-ce qu'elle est modulaire? Non, la fonction DHA, c'est un autre aspect qui n'est pas modulaire. Je peux utiliser modulaire, mais elle n'est pas modulaire, elle n'est pas basée sur l'arithmétique modulaire. C'est un autre aspect de mathématiques que je vais développer en cas où j'aurai le temps, quand on va traiter la signature électronique. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Autrement, qu'est-ce que je voulais dire, Gilali, par autrement? Actuellement fonctionne autrement. Je n'ai pas compris ta question. Quelle est ta question, Gilali? Je n'ai pas compris bien. Vous avez dit actuel fonctionne autrement, les algorithmes de chiffrement. Oui, actuellement, il y a d'autres algorithmes, mais les notions de base sont toujours valables pour les algorithmes modernes qui sont développés actuellement. Il reste toujours les notions de base utilisées. C'est pour ça qu'on va avoir l'idée d'abord, surtout les calculs arithmétiques. On utilise très souvent dans les algorithmes modernes actuels.
Autre question. Très bien. Bien. Maintenant, je vais faire l'appel rapidement. Alors, il y aura des exemples très clairs dans les chapitres suivants. Djilali, vous allez comprendre mieux. OK. Alors, je commence. Abdelbasset Ghernaoui, c'est ça? Abdelbasset Ghernaoui. Absent. Abdelbasset Ghernaoui, absent. Ashraf Bayiri. Raison. Adi Amira. Ad Amira. Okay. Présente, monsieur. Ashraf Bayiri. OK. Amira, qui c'est Adi Amira? C'est moi, monsieur. Présente. Adel Jida. Présent, monsieur. OK. Ali Wassim Lawishi. Présent, monsieur. Amira Messaoudi. Présente. Anis Boujnahi. Présent, monsieur Benjenahi, pardon. Non. Asma Dghal. Asma Dghal, absente. Asma Dghal. Asma Dghal. OK. Aya Hassan. Aya Nouni. Je suis là, monsieur. D'accord, très bien. Aziza Oulhadj. Présente, monsieur. Camélia Sgheria. Très bien. Shaban Chaouch Mohamed. OK. Shaima Wimer. Présente, monsieur. Cheikhi Anis. Cheikhi Anis, OK. Dunia Sbih. Présent. Oui, c'est bon, Cheikhi. Dunia Sbih. Présente, monsieur. Faris Aqba. Présent, monsieur. Hiba Nour El-Houda. Hiba Nour El-Houda. Monsieur Tamgrid. Oui. Présente. Oui, monsieur. Qui êtes-vous? Lina Amira. Je n'ai pas appelé Lina Amira. Je parle Hiba Nour El-Houda. Ah, désolé, monsieur. Juste le mic تاعي كان فتح. Mais est-ce que vous êtes Hiba Nour El-Houda? Non, non. Monsieur, لا أنا هبة. Ah, d'accord. Il ne faut pas le faire. Hicham Boukerch. Bon, il est présent. Hicham Boukerch. Fayrouz Annan. Présent. Présent. Oui, c'est bon, Boukerch. Fayrouz Annan. Présente. هشام إكرام بلقرون. بعد إكرام بلقرون. إكرام بلقرون. إكرام العربي. إكرام العربي. Présente, monsieur. إيمان خوجة. Présente, monsieur. إيناس باكور. إيناس باكور. إيناس باكور. Out. Si, monsieur, elle vous a écrit dans le chat. Monsieur Kitbet, présente. Bon, j'arrête l'appel aujourd'hui, mais ça sera un appel surprise. Chaque fois, je fais comme ça. Je fais. Monsieur ما يفليش
Non, معليش. دوك نكملوا باسكو il est l'heure parce que عندكم cours après وانا عندي un deuxième cours. J'ai 11 heures à préparer. Donc, il est 9h30. نعطيكم بقى comment ça se passe. Hein? Moi, je ne sais pas systématiquement chaque fin de séance, je fais l'appel ou là pendant le milieu, là, début. Non, je le fais de manière surprise. Et je sélectionne quelques éléments et après, je vais faire les statistiques les vrais étudiants qui assistent, les étudiants qui se connectent, ailleurs et comme le regard ou autre chose, ou les étudiants qui sont tout le temps absents et on verra. Ok. Donc, le chapitre allez faire quelques exemples à traiter avec vous et un petit paragraphe sur la cryptanalyse. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on attaque le deuxième chapitre qu'on va attaquer directement les algorithmes. Ok. Monsieur. Oui. Monsieur, tu vas tenir le chapitre اليوم. لا نكملوا les paragraphes ou les exemples à traiter. Répétez لكم أنا les chapitres نبعثوا لكم après la finalisation تاعهم. Fallait un paragraphe sur la cryptanalyse et 3 exemples à traiter avec vous, avec la série d'exercices, et بعد نبعث لكم كلش à la fois. Ok? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Alors, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah, à 8h. Ça y est, maintenant c'est définitif à 8h. Inch'Allah, monsieur. Merci. D'accord, monsieur.